chaque battement de cœur, chaque respiration, la moindre goutte de sueur, tout ça, c'est géré en coulisses par un pilote automatique d'une sophistication incroyable. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce système de contrôle inconscient qui nous maintient en vie à chaque seconde. C'est vraiment la question fondamentale, n'est-ce pas? La réponse, elle se trouve dans un système d'une efficacité redoutable, ce fameux pilote automatique corporel qui prend des milliers de décisions à chaque instant pour nous garder en vie et en équilibre. Et voilà notre sujet du jour, le système nerveux autonome ou SNA pour les intimes. Pensez-y comme au grand patron silencieux de notre corps. Il supervise toutes les opérations critiques sans jamais avoir besoin de consulter la direction, c'est-à-dire notre conscience. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce système, ce n'est pas un bloc monolithique. Non, il est divisé en deux branches principales. Il faut vraiment se les représenter comme des forces opposées mais parfaitement complémentaires. Un vrai yin et yang physiologique. Alors d'un côté, on a le système sympathique. C'est notre pédale d'accélérateur. C'est le fameux mode combat ou fuite, celui qui se déclenche face à un stress. Le cœur s'emballe, les muscles sont prêts à bondir. Et de l'autre côté, on a le système parasympathique. Lui, c'est notre pédale de frein. C'est le mode repos et digestion qui prend les commandes pour nous calmer, ralentir le cœur et s'occuper de la maintenance, comme la digestion. La plupart de nos organes, comme le cœur par exemple, sont branchés sur les deux systèmes. Ça permet un réglage super fin, constant. Mais, et c'est là que ça devient crucial, il y a des exceptions. Les glandes surrénales, les glandes qui nous font transpirer, et la plupart de nos vaisseaux sanguins, eh bien eux, ils n'écoutent qu'une seule voix, celle du système sympathique. Et ce petit détail, on va le voir, a des implications énormes en pharmacologie. Bon, mais alors, comment est-ce qu'un ordre passe du cerveau à, disons, notre estomac? Le trajet n'est pas direct. C'est une sorte de course de relais très sophistiquée qui se fait en 2 temps. Contrairement à un simple nerf moteur qui, lui, est une ligne directe d'un point A à un point B, chaque commande autonome est transmise par une chaîne de 2 neurones. On a un premier messager, un point de passage, et puis un second messager qui fait le dernier bout du chemin. Ce point de passage, il a un nom, c'est le ganglion. Imaginez une sorte de gare de triage, une station de relais, où le message passe du premier au second neurone. C'est un point de contrôle absolument essentiel dans tout le système. Alors, pour le système parasympathique, celui du repos, cette station de relais est située juste à côté de l'organe, voire même à l'intérieur. Ça veut dire que le deuxième neurone, celui qui finit le trajet, est tout petit, tout court. Par contre, pour le système sympathique, celui du combat, c'est tout l'inverse. Les ganglions sont regroupés tout près de la moelle épinière, donc très loin des organes. Le deuxième neurone doit donc parcourir une très longue distance pour aller livrer son message d'alerte. Cette différence d'architecture, elle est fondamentale. Passons maintenant à la façon dont le message est transmis. Ce n'est pas un câble électrique. Au point de jonction, les nerfs communiquent via une sorte de poignée de masse chimique. Et c'est là qu'on arrive à un truc assez fascinant. Dans cette fameuse station de relais, le ganglion, que la commande soit une commande de combat ou de repos, le messager chimique est identique. Les deux systèmes utilisent la même molécule, l'acétylcholine. Ce tableau résume le point crucial. Au niveau du ganglion, tout est pareil. Le transmetteur, c'est l'acétylcholine, et les serrures qu'on appelle récepteurs sont de type nicotinique. Mais une fois arrivé à l'organe cible, tout change. Le système sympathique, lui, utilise de la norépinéphrine sur des serrures adrénergiques. Le parasympathique, il continue avec l'acétylcholine, mais sur des serrures complètement différentes, de type muscarinique. C'est cette différence qui est la clé de tout. Comprendre ce code chimique, ce n'est pas juste pour la beauté du geste, c'est la base de toute la pharmacologie moderne. C'est ce qui nous permet de pirater le système pour soigner des maladies. En gros, il y a 4 points d'entrée possibles pour qu'un médicament vienne influencer ce système. On peut agir très haut, au niveau du cerveau, on peut agir au niveau des stations relais, les ganglions, on peut agir au niveau des terminaisons nerveuses où les messagers sont libérés, ou alors directement sur les serrures, les récepteurs de l'organe. Là, une question se pose. Puisque les ganglions sont des points de contrôle, pourquoi on ne les ciblerait pas directement pour tout contrôler d'un coup? Ça a l'air efficace, non? Eh bien la réponse, c'est un grand non. Et la raison, elle est simple. On vient de le voir, les deux systèmes parlent le même langage chimique au ganglion. Donc cibler cette zone avec un médicament, ce serait incroyablement peu sélectif. L'image est parfaite, c'est comme vouloir éteindre une seule ampoule en coupant le courant de toute la ville. C'est efficace, oui, mais avec des effets secondaires absolument catastrophiques. Et ça nous amène au principe le plus important de tous. Pour qu'un médicament soit efficace et sûr, il doit être sélectif. Il doit agir précisément là où on veut, sans tout dérégler à côté. Et voilà pourquoi les récepteurs sur les organes sont des cibles idéales. Puisque les systèmes sympathiques et parasympathiques utilisent des serrures différentes sur l'organe, on peut concevoir un médicament qui n'ouvre ou ne bloque qu'une seule de ces serrures. On peut alors modifier par exemple le rythme cardiaque sans toucher à la digestion. C'est ça la magie de la sélectivité.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, une fois que le message est livré. Que deviennent ces messagers chimiques une fois leur travail terminé? Il faut une équipe de nettoyage pour intervenir, et quand cette équipe fait défaut, les conséquences peuvent être dramatiques. Pour l'acétylcholine, il y a 2 types d'enzymes de nettoyage. La vraie cholinestérase, qui est très spécifique et ne s'occupe que de l'acétylcholine, là où les nerfs communiquent. Et puis il y a la pseudo-cholinestérase, beaucoup moins difficile, qui est fabriquée par le foie, circule dans le sang, et qui est capable de dégrader plein de substances, y compris certains médicaments. Et c'est ici que notre drame médical commence. La succinylcholine, c'est un relaxant musculaire très puissant utilisé en anesthésie. Son action est conçue pour être très brève parce que les anesthésistes comptent sur cette fameuse enzyme pseudo-cholinestérase présente dans le sang du patient pour la dégrader quasi instantanément. En fait, la dose qu'on administre est calculée en partant du principe que 90% du médicament va être détruit par l'enzyme avant même d'arriver au muscle. Seuls les 10% restants sont censés agir. Tout le système repose sur la présence de cette équipe de nettoyage. Mais alors, que se passe-t-il si un patient a un déficit génétique et ne produit pas cette enzyme? L'équipe de nettoyage est absente. Les 90% qui devaient être éliminés ne le sont pas. Le patient reçoit donc 100% de la dose, une surdose massive qui provoque une paralysie complète, prolongée, y compris des muscles de la respiration. C'est une urgence médicale absolue causée par une simple variation génétique invisible. Cette histoire grammatique de l'enzyme manquante, ce n'est qu'un exemple. Mais elle soulève une question vertigineuse. Combien de nos réactions aux médicaments sont-elles secrètement dictées par notre code génétique unique? C'est tout le défi, et aussi l'immense promesse de la médecine de demain. Merci de nous avoir suivis.